Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil. Alors je me disais, c'était quoi ça? C'était une petite déperdition capillaire. Enfin, pour ce qui reste. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous rassure, c'est mon dernier jour. Vous n'allez pas me revoir pendant quelques jours. Mais d'ici là, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir ici sur Canal en ce mercredi matin. Et en ce mercredi, c'est l'occasion de retrouver d'abord l'info, l'actualité ce matin présentée par Nejma Harish. Et juste après, c'est l'invité de la matinale. L'invité info de la matinale est directeur de l'information sur Alger Chaîne 3, la radio nationale numéro 3. Il s'agit de Hassan Meftahi. Personnellement, je l'ai bien connu. On écoutera ses réponses avec beaucoup d'attention. Et pour cause, aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale de la radio. Et on en parle ce matin avec Nejma Harish et Hassan Meftahi, qui est sur notre plateau sur Canal ce matin. Et à suivre, l'actu aussi, c'est cette commémoration des essais nucléaires du 13 février 1960. 59 ans après, on en parle avec un chercheur ici sur ce plateau. Il s'agit de Ammar Mansouri. Aissam Hosni Rouzaïek, il est chef de département à la direction développement des projets et clientèle à la CEAL. Retour sur un événement cette fois-ci. Il fait l'actualité, c'est la 15e édition du Salon international des équipements, des technologies, des services de l'eau et de l'environnement, le SIEE Polytech 2019, du 11 jusqu'au 14. Il vous reste aujourd'hui et demain pour assister à cet événement. Ça se passe d'ailleurs à la SAFEX. Et on finira tout à l'heure, comme tous les mercredis, avec Kamel Swig, et qui reçoit aujourd'hui Majda Nafissa Rahal. Elle organise le fameux concours des Web Awards. Ce sera l'occasion d'en parler avec elle. Et en parlant de Radio Chaîne 3, habituellement, c'est Hamid Belqsem qui est avec nous aujourd'hui. On aura sûrement l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Nejma Harish et Hassan Meftahi. Mais il se trouve dans une autre wilaya pour un challenge assez particulier. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. En tout cas, il y a de l'énergie propre, il y a un satellite et il y a aussi le challenge de faire partager la connaissance et le savoir, mais tout à l'heure on en parle en tout cas. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, sans plus tarder c'est la météo et c'est avec Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Eh ben oui, la météo de ce matin c'est avec vous. Ah c'est c'est reparti. Non mais je vais vous dire pourquoi, c'est l'effet de revoir Hassan Meftahi, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu. Du coup, ça m'irrisse les cheveux. Il a été mon directeur de l'information pendant de longues années. Et j'ai eu droit à de belles remarques. Non mais c'est ça aussi. Non mais je vous jure que je suis très content de voir l'invité de Nejma Harish aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis pas sûr que ça ait une relation directe avec mes cheveux, mais disons que je suis très content et je voulais l'exprimer. Alors du coup, c'est parti avec vous la météo de ce jour. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Mahrez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette début de matinée, on entra un petit peu de brume sur l'ensemble des régions nord. Un ciel dégagé tout au long de cette journée. À l'ouest, au centre du pays, on entra quelques nuages bas en début de matinée sur la partie est, notamment vers l'extrême est, avec possibilité de quelques pluies éparses en début de matinée, puis le ciel restera plutôt dégagé pour le reste de la journée. Sur les régions sahariennes, on notera quelques passages nuageux sur le Sahara oriental, un ciel dégagé du Nord-Sahara vers l'extrême sud, en passant par le Sahara central, le Gard et le Tassili, ou encore la Saoura. À noter de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central, l'extrême sud et le sud-ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent de saison, avec sur la moitié nord 17 degrés à Alger, 15 degrés à Annaba. On notera 21 degrés à Oran, 20 degrés à Tlemcen, 18 à Ghardaya, Béchar, 26 degrés à Tindouf, 22 degrés à Adrar, à Ain Salah, et enfin 29 degrés, ce sera la maximale à Borj Badji Moukhtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Et bien pour aujourd'hui, on notera un ciel plutôt couvert, notamment à Prague, Budapest, Bucarest, Paris, Bordeaux, Londres, Dublin, Oslo, de la neige à Helsinki ainsi qu'à Varsovie, et puis un ciel plutôt dégagé à Berne, Marseille, Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on notera 4 degrés à Varsovie, 6 à Bucarest, 5 degrés à Budapest et 8 degrés à Athènes, 14 à Rome, 7 degrés à Berne, 9 à Berlin, 16 à Marseille, 10 degrés à Paris, 4 degrés seulement à Oslo et enfin 12 degrés à Londres ainsi qu'à Dublin. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La
La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, la météo, ce matin avec Mina Abed, que vous retrouverez tout à l'heure à midi. Et sans plus tarder, c'est l'info ce matin, présentée par Nejma Haresh. L'actualité suivie juste après de l'invité du jour, Journée mondiale de la radio, gros challenge pour Alger Chaîne 3. Et pour en parler avec Nejma Haresh, c'est Hassan Meftahi, directeur de l'information. Nejma, bonjour, c'est à vous. Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a décidé de consacrer un quota supplémentaire de 2000 carnets de Hajj au profit des citoyens âgés de plus de 70 ans ayant participé plus de 10 fois au tirage au sort du Hajj sans succès, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. À ce titre, le ministère qui informe tous les citoyens et citoyennes inscrits au tirage au sort pour le Hajj 2019, âgés de 70 ans et plus, et ayant participé 10 fois et plus sans succès au tirage au sort, y compris celui de samedi 1er décembre 2018. Donc le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de consacrer, comme je le disais, un quota supplémentaire de 2000 carnets à leur profit en vue de répondre à leurs demandes et leur permettre d'accomplir ce rite. Le ministère informe également les citoyens concernés par cette opération que le tirage au sort les concernant aura lieu samedi prochain. Dans l'actualité nationale prévue aujourd'hui au forum du quotidien Al-Moujahid, conférence animée par des juristes sur les essais nucléaires français à Reggane durant la colonisation, et la directrice régionale de l'OMS prévoit une visite à Alger pour l'OMS pour l'Afrique, effectue aujourd'hui donc une visite en Algérie. Et puis le Conseil national des droits de l'homme procède aujourd'hui à l'installation de la sous-commission chargée du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du développement durable. Ça se passe au siège du Conseil. Ouverture également de l'atelier de réflexion et de concertation sur les mécanismes d'activation de l'article 36 de la Constitution de 2016, présidé par la ministre de la Solidarité. Tenue aujourd'hui de 2 rencontres également, la première sur l'eau non facturée et la seconde sur la stratégie de lutte contre les inondations et les maladies à transmission hydrique, et ce en marge du Salon international des équipements et des services de l'eau. Ça se passe au Pin Maritime à Alger. Prévu aujourd'hui, présentation du projet Sipaza Smart City, et ce en marge du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables à Adrar. Également tenu aujourd'hui d'un séminaire national sur les explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien et leur impact physiologique, psychologique, sanitaire et écologique. Les participants traiteront à cette occasion de plusieurs axes englobant les gravités de ces explosions sur la région Reggane comme exemple, ainsi que les positions internationales vis-à-vis de ces explosions nucléaire. Amsila, ouverture aujourd'hui de la 11e édition du Sud Agral, salon de l'agriculture saharienne et stépique, prévu du 13 au 15 février. Donc le salon qui propose aux visiteurs des conférences sur plusieurs thèmes liés au secteur agricole. Et à Boumerdès, c'est prévu également aujourd'hui une rencontre régionale sur l'activation du rôle des agences de gestion et de régulation du foncier urbain dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ce séminaire sera organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Sport à présent, football Ligue 1. La 22e journée se poursuit aujourd'hui avec le déroulement de 3 rencontres mettant aux prises des équipes menacées de la relégation et celle de la première partie du tableau. Il s'agit du CR Belouizdad qui affrontera donc la JS Kabylie. La rencontre est prévue à 15h sur Canal Algérie, donc elle sera retransmise en direct sur Canal Algérie. Et puis l'AS Ain Mlila affrontera l'USM Alger, et l'entente de ces
collectif jouera contre l'Olympique de Médéa à partir de 17h. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité pour la journée. Alors, comme l'a dit Mahrez tout à l'heure, aujourd'hui, à l'instar des autres pays, nous célébrons la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Donc, avec nous ce matin, pour en parler, Monsieur Hassan Meftahi, directeur de l'information de la chaîne 3. Hassan, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Voilà, donc on va parler de la célébration, de cette journée de célébration. Oui. Comment va se passer au niveau de la chaîne 3 cette célébration, Monsieur Hassan Meftahi? Déjà, on va en parler beaucoup durant toute la journée, évidemment. Mais à la chaîne 3, on a voulu marquer un peu l'événement par quelque chose d'un peu spécial qui apporte. C'est une habitude. Chaque année, à la chaîne 3, on essaye de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui apporte quelque chose de plus à cette journée internationale de la radio. On s'est dit qu'on est à un moment un peu charnière pour tout ce qui est médias, que ce soit presse écrite, télévision ou radio, avec l'avènement du tout Internet. Il fallait que nos médias se réinventent en permanence et trouvent des choses un peu particulières que personne d'autre, qu'aucun autre média ne peut faire. Donc, on s'est attaché à ce qu'il y a de nouveau chez nous en ce moment. Et l'une des nouveautés, c'est la mise sur orbite du premier satellite algérien de communication, Alsatcom 1. Donc, qui tourne là-bas, au-dessus de nous, de notre tête. On s'est dit, c'est quelque chose qu'il faut utiliser, qu'il faut montrer que ça existe et que ça marche. Deuxième axe, on est en 2019. On parle de réchauffement climatique, de changement climatique et d'énergie renouvelable. On s'est dit que ça aussi, il fallait en parler. Il fallait faire quelque chose qui montre que c'est quelque chose qui pourra marcher de façon importante à l'avenir, mais qu'aujourd'hui déjà, que ça existe. Et puis, on est à quelques jours de la célébration de la journée du Shahid, le 18 février. On s'est dit que c'est quand même des dates importantes chez nous, c'est des moments importants qu'il fallait également mettre en valeur et dont il fallait parler. On a essayé de réunir tout ça dans un seul événement et on a fait cette émission spéciale qui est sur la chaîne 3 à partir de 11h jusqu'à 12h30 et qui sera donc retransmise à partir de la wilaya de Tébessa. Sur toutes les radios, sur toutes les chaînes? Nous sommes à la chaîne 3. Nous sommes en direct à la chaîne 3. Maintenant, les autres chaînes, si elles veulent retransmettre en direct, il n'y avait aucun problème, évidemment. Nous sommes une grande famille, une grande maison. Tout le monde peut utiliser ce que font les autres. Donc, pourquoi la wilaya de Tébessa? On s'est attaché à un certain endroit spécifique de la wilaya de Tébessa, qui est la jonction entre les sinistres lignes Chal et Maurice. Avec tout le déminage qu'il y a eu depuis les années 60 dans la région. Une très grande partie, voire je crois la totalité, a été déminée. Oui, donc, en 2017. Absolument. Donc on s'est intéressé à cette partie pour parler un peu de ce moment historique qui est la fin du déminage des sinistres lignes Chal et Maurice. À partir d'où, comme c'est une région un peu isolée, enclavée, cette région frontalière, on s'est dit, tiens, au lieu d'emmener de façon importante du matériel, de l'énergie, on va utiliser l'énergie solaire. Donc tout ce qui se fera aujourd'hui entre 11h et 12h30 à la chaîne 3, l'émission spéciale à partir de Tébessa, la mise en onde de cette émission sera entièrement à partir d'énergie renouvelable solaire. Très bien. Aucune utilisation d'autre que l'énergie solaire, que le soleil. Tout à fait. Monsieur Hassan Meftahi, donc une journée, une célébration qui se tient sous le thème dialogue, tolérance et paix, qui est aussi un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Oui, c'est l'actualité. Mais je voudrais juste terminer pour vous dire aussi que cette émission se fera en direct via le satellite Alcomsat. Et c'est la première fois que ce satellite sera utilisé en direct pour une émission radio ou télévision. Voilà. Alors on revient sur le thème cette année. Évidemment, c'est un thème qui est intéressant et qui vient dans la droite ligne de la célébration du vivre ensemble. Du vivre ensemble dans la paix que nous avons vécu ces derniers temps. Donc, c'est un... Que nous avons initié aussi. Hein. Bien sûr que nous avons initié, puisque c'est à l'initiative de l'Algérie que c'est devenu une journée mondiale. Donc, le vivre ensemble dans la paix et la tolérance, le dialogue, la paix, c'est exactement le but visé justement par ce vivre ensemble. Donc, c'est normal que nous en parlions aujourd'hui, mais que nous devrions en parler tous les jours. Oui, donc la radio qui a pour principal rôle informer, vulgariser et promouvoir le dialogue positif, qui a toujours fait face à toutes les avancées technologiques possibles et qui a maintenu face aux réseaux sociaux, face à l'apparition d'Internet et de nouvelles inventions technologiques. Monsieur Meftahi, est-ce que vous croyez qu'elle continuera à garder toute sa place auprès des auditeurs?
Je l'espère. Je l'espère. Et on travaille pour. Vous n'avez pas intérêt à dire non. Non, je l'espère, c'est le principe. On essaie justement. C'est un défi qui se pose à nous parce que justement, avec cette intrusion des nouvelles technologies, d'Internet, il faut absolument se réinventer en permanence. Il faut apporter quelque chose toujours en plus, non seulement pour être présent, factuellement, mais aussi pour être crédible. Le problème, pour combattre justement ce qu'on appelle le fake news, la désinformation, toutes ces rumeurs qui s'étalent et qui se répandent sur Internet comme un feu de poudre, c'est la crédibilité. C'est dur, mais c'est le but recherché justement pour essayer de combattre Internet. Parce que combattre Internet, c'est pas tout à fait le terme. Puisque Internet existe, Internet, il n'y a pas que des fake news, heureusement. Tout à fait. Heureusement. Mais c'est, disons, la mauvaise face d'Internet, le mauvais côté d'Internet. Internet doit le combattre aussi, en lui-même, mais nous aussi, nous devons exister. Pour exister, il faut absolument se réinventer en permanence avec Internet. Ce n'est pas contre Internet. On n'est jamais contre la nouveauté, la modernité. Il faut évoluer avec. C'est-à-dire que c'est une partie prenante. Absolument, non. C'est-à-dire qu'il y a différentes choses à faire. Nous existons sur les ondes, il faut exister aussi sur Internet. De plus en plus, la radio comme la télévision est plus regardée sur les petits écrans, les téléphones, les portables, les ordinateurs, qu'à la télévision. Vous avez qu'à voir tout le monde à la maison, un ado. Il passe beaucoup plus de temps devant un écran de téléphone ou d'ordinateur que devant une télé. Et pourtant, il regarde la télé, il écoute la radio, sans le savoir, puisque c'est sa radio, c'est sa télé qu'il se fabrique lui-même. Tout à fait. Alors, Monsieur Hassan Ftahi, on va parler un peu de vous. Vous qui avez fait les deux, donc la télévision, Canal Algérie d'abord à ses débuts, ancien présentateur, si ce n'est le premier présentateur du avec JT Mouloud Zerarga, feu Mouloud Zerarga. Oui, à qui nous rendons justement hommage aujourd'hui. Donc, vous avez fait les deux. D'abord, on va parler du travail effectué. Est-ce que c'est plus facile de travailler à la télé qu'à la radio et quel est l'impact, objectivement Est-ce que vous préférez plus la télé ou la radio? C'est différent. C'est-à-dire c'est vraiment différent. Bon, j'ai travaillé en parallèle. C'était les débuts de Canal Algérie. On m'a fait appel. Je ne pouvais pas dire non. Il fallait absolument aider cette nouvelle chaîne à émerger. Donc, pendant quelques années, j'ai fait Canal Algérie en parallèle avec la radio. Parce que je n'ai jamais quitté la radio durant ce temps. L'exercice était différent. C'était un challenge, c'était un défi. On ne connaissait pas. La différence, je crois, entre la télé et la radio, c'est, il ne faut pas le prendre en mal, c'est la lourdeur. Non. Oui. C'est très lourd la télévision, c'est important. Il y a de l'image, il y a du matériel, il y a du monde derrière. C'est différent. La radio, c'est le média de l'instantanéité, de la rapidité, de la spontanéité. Tout à fait. Donc ça va très vite, il y a besoin d'un minimum de matériel, on peut très vite être à l'antenne, on peut très vite délivrer son message, mais on le délivre différemment. On n'a que la voix pour le porter, on n'a que le son pour le porter. Donc la vision, l'approche est différente. L'approche est différente. Donc, on ne peut pas comparer et dire que la télé, c'est mieux que la radio c'est mieux que la télé. C'est vraiment différent. Mais les deux exercices sont intéressants. C'est des défis différents, mais c'est intéressant. Bien sûr, tout à fait. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de l'information de la chaîne 3. Monsieur Hassan Ftahi, comment compte votre service s'organiser par rapport aux prochaines échéances électorales? Nous sommes à quelques jours, voire à quelques semaines. Comment comptez-vous vous organiser? Comme on s'organise en général pour tout rendez-vous électoral, quel qu'il soit, communal, législatif ou présidentiel. C'est-à-dire la couverture médiatique. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à la radio, là, nous sommes encore à quelques semaines, voire 2 mois de l'événement. Les choses sont dans les préparatifs, même si le gros, le squelette, c'est préparé. Mais nous allons monter en puissance petit à petit avec l'arrivée des différentes échéances, le dépôt des candidatures, le début de la campagne électorale et puis le jour du scrutin. Le principe est un peu identique à tous les scrutins, c'est-à-dire essayer d'amener à l'antenne le pouls de la société, c'est-à-dire faire connaître, amener à l'antenne ce qui se passe partout en Algérie. On ne reste pas seulement sur Alger. Et pour cela, évidemment, on utilise tous nos correspondants locaux. Malheureusement, nous n'avons pas partout des correspondants, donc nous essayons d'envoyer aussi des journées de la centrale, des envoyés spéciaux. Donc notre responsabilité est d'essayer d'amener à l'antenne le cœur de l'Algérie, ce qui se passe un peu partout dans le pays, qu'il soit à l'intérieur, que ce soit rural, que ce soit urbain, que ce soit dans le sud, dans le nord. Le principe, c'est d'essayer de faire entendre les gens, les Algériens, où qu'ils soient, où qu'ils habitent. Et pour cela, évidemment, la quasi-totalité de la rédaction sera mobilisée
pour cet événement, sans oublier qu'il existe autre chose, que l'actualité, évidemment, pendant ce temps-là, ne s'arrête pas et continue. Mais évidemment, c'est toute l'énergie, tous les moyens de la chaîne 3, comme de toutes les autres radios, de la radio nationale évidemment, seront mis au service de cet événement pour essayer de faire vivre au plus près l'événement. Tout à fait. Monsieur Hassan Miftahi, on est à combien de stations régionales de la radio? C'est une station pour chaque wilaya, Écoutez, c'est très simple. Voilà. Vous avez 48 wilayas, vous avez 48 radios locales. Ça, c'est ce qui concerne les radios locales. Vous avez évidemment les chaînes nationales qui sont connues par tout le monde, la 1, la 2, la 3. Vous avez aussi la radio d'information continue, qui est la radio Algérie Internationale, la RAI. Vous avez JFM, évidemment, le dernier né. Vous avez Radio Culture, ce sont les radios thématiques. Donc vous avez ces radios thématiques, les radios nationales et les radios locales, qui sont donc au nombre de 48. Et à titre comparatif, le traitement de l'information par rapport à la télé, c'est un peu pareil, c'est différent? Vous parlez de la chaîne 3 ou dans toutes les chaînes? La radio d'une manière générale, vous qui êtes directeur de l'information. Qu'est-ce qui intéresse l'Algérien? Le plus? Évidemment, c'est le principe, c'est informer, mais informer sur, ce qui se passe, donc l'informer des nouveautés, mais aussi lui dire ce qui se passe de ce qui l'intéresse, les sujets qui l'intéressent. C'est pour ça qu'il faut être au plus près et à l'écoute de la société. Nous avons évidemment les sujets qui s'imposent à nous, puisque c'est l'actualité qui nous l'impose, mais nous avons aussi des sujets que nous devons sentir, qui viennent de la société. De quoi veulent-ils qu'on parle? De quoi veulent-ils qu'on débatte? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette en avant dans les différentes émissions, nos différents journaux, et bien sûr l'actualité qui s'impose à nous, qui est l'actualité pour tout le monde, qui est la même pour tous les médias. Mais le principe, c'est d'être à l'écoute et surtout d'apporter à nos auditeurs les thèmes et les sujets qu'ils veulent entendre. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Tout à fait. Mais il faut leur dire, il faut parler des choses dont ils veulent parler, dont ils veulent entendre parler. Et surtout dire les choses d'une manière réelle. C'est ce que nous essayons de faire. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire. Maintenant, est-ce que nous y arrivons? C'est aux auditeurs de juger. Certainement, d'où le succès d'ailleurs de la chaîne. On va s'intéresser un peu. On va s'intéresser au programme de la chaîne 3, donc une chaîne généraliste donc qui parle un peu de tout. Donc il y a des programmes de divertissement culturel, politique, ça y va de tout. Donc comment se passe la programmation? C'est difficile, je pense que c'est un problème que vous devez aussi rencontrer, puisqu'en absence de sondage réel, de sondage clair, on ne sait pas exactement, on ne sait pas réellement ce que les auditeurs ou les téléspectateurs attendent. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si on est sur la bonne voie? Il n'y a pas d'auto. C'est-à-dire que vous avez Internet pour une fois, là aussi elle sert à quelque chose, c'est que vous avez quand même le retour. Oui. Même si on dit que les gens qui sont contents de ce que vous faites ne vous le disent pas toujours. C'est ceux qui ne sont pas contents qui sont les plus qui le font savoir. Mais le retour justement des auditeurs se fait notamment sur Internet. Et savoir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, c'est à ce niveau-là qu'on peut essayer de le sentir. Mais ce n'est pas la réalité exacte. Donc leur principe, c'est d'essayer de sentir ce que les gens veulent et essayer de répondre à ces demandes. Mais le problème d'une chaîne généraliste comme la nôtre, c'est qu'en réalité, en voulant plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne en réalité, globalement. Tout le monde y trouve son compte ponctuellement. Vous avez par exemple, si des gens n'aiment pas le jeu, n'aiment pas les jeux, évidemment que s'ils écoutent la chaîne 3 à partir de 11h à 12h30 en général, ça ne leur plaît pas, puisqu'il y a des jeux. Mais il faut dire qu'il y a des gens également qui aiment ça, qui participent aussi. Donc le principe, c'est d'essayer de répondre, de donner à chacun un petit bout d'antenne, un petit bout de ce qu'ils aiment pour essayer de les intéresser. Tout à fait. Alors, on a remarqué que vous commencez le matin toujours par des programmes plutôt politiques. Parce que c'est le timing le plus écouté, c'est ça? Oui, les matinales pour la radio, autant que pour la télévision en général, c'est plutôt en fin de journée, c'est le 20h qui est le moment d'audience le plus fort. Oui. Voilà, de 18h. La radio, c'est la matinale, c'est le matin. Le matin, vous êtes dans la salle de bain, vous vous rasez, vous avez la radio allumée, vous êtes dans la cuisine pour le petit déjeuner, la radio est allumée. Même si de plus en plus c'est la télé qui vient nous concurrencer. J'allais dire merci pour notre matinale. Mais la radio est toujours là. Si vous êtes en voiture, la télé, c'est difficile de l'allumer. Rassurez-moi, dites-moi qu'on est regardé au moins. Ah vous, je ne sais pas, mais nous, on espère qu'on est écouté. Voilà, donc le principe, c'est pour ça que la matinale pour une radio est très important. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'apporter le plus de choses à l'auditeur. Le mettre au courant, il vient de se lever, il commence une journée. Il faut absolument essayer de lui donner des clés ou des repères de ce qui est important, de ce qui est attendu dans la journée ou de ce qu'il faudrait absolument savoir. Et surtout, la matinale, c'est toujours des programmes assez courts, si vous avez remarqué, c'est jamais très long. Parce que le principe, c'est il ne faut pas embêter trop longtemps
un auditeur, il faut lui changer le sujet, il faut dire exactement autre chose, il faut être différent et il faut être hétéroclite dans la matinale. Il doit y avoir de tout. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte à un moment ou à un autre. Tout à fait. On va revenir toujours au métier de journaliste. Donc, quelle sensation est procurée de passer de journaliste à responsable du service de l'information, M. Hassan Meftahi? C'est vraiment différent. C'est presque un autre métier, quelque part. C'est-à-dire? C'est presque un autre métier. Et le travail est différent, les responsabilités sont différentes. C'est-à-dire que quand on était journaliste, on s'intéressait à un thème, à un sujet, à un moment donné, qui t'a changé assez rapidement et souvent, mais on ne s'intéresse qu'à l'information pure et dure. C'est quelle est l'information et comment la transmettre. C'était le but le plus important. Quand on passe à un responsable, c'est autre chose. C'est en fond, il y a toujours cette information qu'il faut pouvoir mettre à l'antenne, mais c'est plus quoi mettre à l'antenne, c'est comment le mettre à l'antenne. C'est-à-dire comment, c'est la gestion humaine quelque part qui diffère du travail de journaliste. C'est-à-dire que là, vous vous occupez plus de la gestion des hommes et des femmes, évidemment, qui font cette information. Et c'est autre chose, c'est difficile, mais on s'y habitue et on y trouve un intérêt. Et ça ne vous manque pas, l'antenne? Si, beaucoup. Le terrain? Si, beaucoup. Je ne sais pas si vous écoutez la chaîne 3, de temps en temps, vous allez trouver des doublages, vous allez trouver des trucs, parce que de temps en temps, le micro vous attire et vous aimez y replonger un petit peu de temps en temps. Il nous manque tellement. Des projets pour vous, personnellement, M. Hassan Meftahi? Oui, réussir ce que je fais en ce moment. Moi, en général, quand j'accepte une mission, j'essaie de la faire le mieux possible sans penser à après. Alors, après arrivera bien, c'est tôt. On s'occupe de ce que l'on doit faire aujourd'hui, de la mission qui nous est accordée. Donc, je m'intéresse à ce que je fais en ce moment. L'avenir viendra tout seul. Pas une reconversion éventuelle télé? Télé? Non, pour l'instant, non. On revient, Monsieur Hassan Meftahi, sur la célébration de la journée mondiale de la radio. Donc, Antonio Guterres qui a déclaré à cette occasion que la radio est le média qui permet d'atteindre un large public à l'échelle mondiale, à l'heure où les moyens de communication progressent à une vitesse phénoménale. Donc, la radio qui a toujours d'immenses potentialités en matière d'éducation, de divertissement, d'information et qui nous inspire et qui continue de nous inspirer. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette déclaration, M. Hassan Meftahi? Je peux être que d'accord. D'abord, c'est vrai que l'importance et l'intérêt de la radio, pourquoi ça restera toujours un média qui existe et dont on a besoin en permanence, c'est justement le fait que c'est le seul qui peut atteindre tout le monde partout, où qu'il soit, quoi qu'il arrive. Vous voyez, on va prendre les cas extrêmes. Dans une situation de catastrophe naturelle, c'est terrible d'en parler, mais c'est des choses qui arrivent et on a connu ça. Oui, on a connu ça. Et le seul média, le seul trait qui existe entre les Algériens, entre les responsables et les populations en difficulté, entre les secours, c'est la radio. Où que vous soyez, quel que soit l'état de la situation, si vous allumez un poste de radio qui marche avec des piles, vous pouvez avoir des informations. Mais c'est quand même assez difficile parfois, parce que la télé, c'est vrai que c'est plus lourd, mais dans le traitement de l'information, parfois c'est plus facile que la radio, parce qu'on a le support image. Mais tandis que vous, quand il y a des situations pareilles, comment vous arrivez à faire une retransmission fidèle de certains événements, alors qu'il n'y a pas d'image seulement par voie orale, grâce aux commentaires, c'est tout. Et toute la difficulté est là, et dans l'écrit, quand on fait ressentir, quand on fait vivre les choses. Nous, à la radio, on a un terme qu'on dit aux gens, que je dis souvent aussi aux jeunes. Les images qui s'écoutent. Bon, ça c'est le slogan de la radio. Mais les images qui s'écoutent, il faut d'abord les écrire, c'est pour pouvoir écouter. Et c'est pour ça que je dis, on dit il faut retransmettre la couleur de ce qu'on voit. Et retransmettre la couleur, c'est pas seulement écrire ou dire ce qui se dit, mais également dans quel cadre, dans quel contexte et qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui fait qu'on dit ça. C'est-à-dire que la couleur, quand on écrit, est très importante. C'est-à-dire le ressenti, raconter les choses. À la radio, on doit raconter les choses, on doit faire vivre les choses. C'est une difficulté de ne pas avoir le support image, mais c'est également une chance puisque ça laisse la liberté à l'imagination de se développer et à l'écrit d'essayer de faire vivre ces événements et ces moments. Peut-être qu'on a plus envie d'écouter finalement les informations à la radio qu'à la télé parfois. C'est différent. Oui, c'est différent. Les informations,
Vous n'avez pas le support image, donc vous essayez de les faire vivre différemment. Raconter une rencontre, quand vous êtes à la radio, c'est important de dire qu'est-ce qui se passe exactement, quel est l'environnement pour le faire vivre à vos auditeurs. Ce que le journaliste télé n'a pas obligatoirement besoin de faire, puisque tout se voit, il n'a qu'à raconter ce qui se fait. Donc c'est différent, le travail est différent. Et je vous donne un exemple très simple, essayez de regarder un match à la télévision, et écoutez-le à la radio. Oui. C'est plus facile, c'est différent. Pour le commentateur, c'est différent. Faire vivre les choses, c'est un métier, c'est une façon... C'est une vocation qui n'est pas assez simple finalement, c'est une tâche qui n'est pas assez simple. Oui, et puis surtout la rapidité. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à n'importe quel moment à rapporter. À la télévision, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de créer les canaux, de mettre les choses en place. Nous, à la radio, un téléphone, ça suffit et vous êtes en antenne. Tout à fait, c'est vrai. On revient toujours à la célébration de cette journée, la journée mondiale de la radio qui se passe à Tébessa, qui sera diffusée tout à l'heure à 11 h, on le rappelle, à partir de la wilaya de Tébessa. Donc première émission avec le satellite algérien, ça sera entièrement mis en onde par l'énergie solaire. Et évidemment, on parlera du déminage et de la valorisation des terres déminées. Celui qui a eu l'idée de cette émission et donc qui va la produire pour la chaîne 3 et qui sera sur place n'est pas un inconnu ici sur Canal Algérie, puisqu'il s'agit du monsieur environnement de la chaîne 3, c'est Hamid Belqassem. Voilà, donc à la veille, la célébration de la journée de la radio qui se déroule à la veille de la célébration de la journée du Shahid, une date hautement symbolique. Nous célébrons également aujourd'hui, nous commémorons le triste anniversaire des essais nucléaires français en Algérie. Un mot sur ça, M. Hassan Meftahi. Que vous dire que c'est une tragédie, c'est énorme. Et que justement que les responsables de ces événements doivent absolument être payés. Quand je dis payés, c'est-à-dire le nucléaire, c'est une énormité, c'est une absurdité monstrueuse. L'homme est passé par là. On fait des bêtises, il faut payer. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières dans le sud, dans la région d'Organe, qui sont totalement irradiées, qui sont invivables, qui sont complètement polluées. Et ça, il faut absolument que ce soit dépollué, que ça redevienne une terre vivable. Et pour cela, fertile, vivable. Donc les seuls qui sont censés remettre ça en place, c'est ceux qui ont causé ce malheur et cette catastrophe. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Meftahi. Désormais, les auditeurs de la chaîne 3 mettront un visage sur la voie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très longue vie au programme de la chaîne 3 et bonne fête à vous. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous les journalistes de la radio. Voilà, merci encore. Merci à vous. Voilà, Mahrez, c'est à vous. C'est très bien, merci à vous, Nejma Harish. Salutations particulières à Hassan Meftahi. Bonne chance aussi et avant tout à Hamid Belqassem pour son challenge de cette journée assez particulière, le 13 février, journée mondiale de la radio. Excellente matinée à vous tous. On se retrouve dans quelques instants. Vous l'avez évoqué d'ailleurs. Nous allons en parler 59 ans après, commémoration du triste anniversaire des essais nucléaires de Ergan avec un docteur en génie nucléaire. Il s'agit de Ammar Mansouri qui sera avec nous sur le plateau. Excellente matinée. On se retrouve dans quelques instants.
Top. Docteur, bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Il y a quelques instants, sur ce plateau, c'était l'info avec Nejma Harish. Prochain rendez-vous, c'est à midi, évidemment, avec le journal complet. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, si vous le permettez, évoqué en début de cette émission, nous allons commémorer ensemble le triste anniversaire, ce triste anniversaire du 59e, plutôt, on va célébrer, on va commémorer ensemble le 59e anniversaire des essais nucléaires dans la région de Rguen. Pour en parler avec nous, Ammar Mansouri, bienvenue à vous. Docteur Ammar Mansouri, vous êtes docteur en génie nucléaire, vous avez beaucoup publié, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure si vous le permettez, sur la question. Vous continuez d'écrire d'ailleurs de manière assez récurrente les essais nucléaires français en Algérie. Suite à la tenue de plusieurs colloques, vous êtes revenu sur les essais nucléaires français en Algérie, les actes du colloque international sur les essais nucléaires dans le monde, cas du Sahara algérien, enfin un ensemble de publications que vous commenterez d'ailleurs tout à l'heure si vous le permettez. Mais juste avant, bienvenue à vous. Pour commencer, bonjour. Bonjour. Et on va commencer d'abord par ce 59e anniversaire, cette triste commémoration aujourd'hui. Peut-on revenir un peu sur les origines des essais nucléaires à Rguen? Merci beaucoup pour votre invitation. Donc tout a commencé le 18 octobre 1945 lorsque De Gaulle a décidé que la France devienne une puissance nucléaire. Et à partir de 1957, ils ont choisi le Sahara malheureusement pour leurs essais. Et c'est à partir de 1957 qu'ils ont commencé à faire ces travaux au niveau de Rguen. Malheureusement, en 1957, il y a eu la traduction des conséquences des bombes d'Hiroshima et Nagasaki sur la santé et sur l'environnement qui ont été traduites en français. Et en 1958, il y a eu un moratoire des puissances nucléaires d'alors, les USA, l'ex-URSS et l'Angleterre. Le moratoire, il interdit les explosions nucléaires atmosphériques. Oui. Vu la dangerosité, c'est des essais qui sont dangereux pour l'environnement. Et en 1959, le GPRA a déposé une plainte au niveau des Nations Unies avec l'appui des pays africains et des pays amis, donc contre les essais nucléaires français au Sahara algérien. Et il y a eu une résolution des Nations Unies qui demandait à la France de s'abstenir pour ces essais. Et malgré ça, le 13 février 1960, la première bombe Gerboz Bleu a explosé au niveau de Rguen à 7 heures, 4 minutes, 20 secondes. C'était un désastre bien étudié et bien élaboré. C'est-à-dire que quelques mois déjà avant ces essais nucléaires, on savait que la France prévoyait de les réaliser dans le Sahara algérien? Oui, on le savait parce que c'est tout un programme. C'est le programme nucléaire français militaire qui a été décidé depuis longtemps. Donc le choix du Sahara a été bien étudié en disant qu'en 1959, le 5 novembre, Jules Moch, le représentant de la France au niveau des Nations Unies, disait au podium des Nations Unies que le Tanazuruf, c'est-à-dire le désert là où il y a Rguen, il est vide, il n'y a pas aucune forme de vie. Oui. Et il a vraiment, c'est-à-dire disait que ces essais ou ces explosions nucléaires ne présentent aucun danger pour l'homme, pour toute forme de vie. Alors que Rguen se trouvait à peine à 40 km, où il y avait au moins 8000 personnes qui vivaient. Donc tout a été fait d'une manière responsable. Responsable. A-t-on évalué réellement les conséquences avant ces essais? A-t-on étudié les conséquences avant ces essais? Au-delà de ce qui a été dit, au-delà de ce que vous venez de relater là à l'instant, est-ce qu'ils savaient réellement l'impact qu'auraient ces essais, même en Suisse sous terre? C'est-à-dire, si on parle peu et bien, les Français, quand ils ont commencé les explosions nucléaires, on parlait des apprentis sorciers, donc ils ne savaient pas. C'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et les US n'ont pas aidé la France à faire ces explosions. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs de conception, des erreurs d'utilisation de cet atome, etc. Donc ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de conséquences graves sur l'environnement et la santé de l'être humain. Vu que les 4 essais atmosphériques qui ont eu lieu à Rguen, Hamoudia plus précisément, Gerboz Bleu, rouge, verte et blanche. Donc l'impact de ces explosions, c'est toute l'Afrique, une grande partie de l'Afrique a été contaminée.
Donc ça a été dévoilé dans une carte militaire qui a été publiée en 2013 par la France. Ouais. Il disait que Gerboise bleue a contaminé toute une partie du continent africain. Et par ailleurs, en ce qui concerne les explosions souterraines qui ont eu lieu à Tanafella, Ouais. dans ces explosions sur les 13, il y a eu 12 il y a eu des accidents. Il y a eu 12 qui ont connu des fuites radioactives, notamment l'explosion du 1er mai 62, où, j'appelle moi Tchernobyl 1, que le nuage nucléaire, le nuage radioactif, a dépassé les frontières algériennes. Donc il est allé jusqu'en Libye. Et là, les avions français qui suivaient ce nuage étaient nez à nez avec les avions américains qui se trouvaient en Libye. Et entre parenthèses, ces explosions nucléaires françaises ont été surveillées par les États-Unis, qui a installé des stations sismiques au niveau de la Libye pour suivre les explosions nucléaires françaises. Donc, l'accident du 1er mai 62, c'est un accident que l'humanité n'a jamais connu. Donc, il y a eu une grande partie de la montagne qui est sortie sous forme de lave. Il y a une dizaine de tonnes qui est contaminée avec du plutonium. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un danger pour cette région. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'au-delà des essais nucléaires de 1960, du 13 février 1960, il y a eu d'autres essais qui ont été effectués par la suite. C'est-à-dire, en général, la France a effectué au niveau de notre pays 57 essais, expérimentation, explosion. Je m'explique. Pourquoi on ne parle que celui du 13 février 60? Pas que c'est le premier, on parle bon, c'est l'anniversaire du 13 février, donc on parle du premier. Mais suite au premier essai, bon, moi j'ai dit explosion au lieu d'essai, pas que ce n'est pas des essais, des explosions, il y a eu 4 atmosphériques à Hamoudia. Puis il y a eu 35 essais de sécurité qui utilisent du plutonium, des essais dans des puits. Donc, utiliser du plutonium. Le plutonium, c'est une matière nocive chimiquement et très dangereuse pour toute forme de vie. Et puis, suite à ces explosions, il y a eu des explosions souterraines au niveau de Tanafella, donc à Ineker, au niveau de Tamarast, il y a eu 13 essais souterrains. Et il y a eu 5 essais, ce qu'on appelle l'opération Pollen à Ten Ataram, à 30 km à l'ouest de Tanafella. Donc, l'ensemble des essais expérimentaux, c'est 57, alors que les Français parlaient de 17. C'est faux. Parce que tout essai ou expérimentation ou explosion qui génère des produits radioactifs, pour l'Algérie, c'est un danger pour l'environnement et pour toute forme de vie, pour l'équilibre écologique. 59 ans, 60 ans après, quelles sont les conséquences aujourd'hui encore? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, peut-être vous avez vu dans les différents JT, dans les différents films qu'on a réalisés, films documentaires, il y a beaucoup de maladies, notamment les cancers. Beaucoup d'enfants, les enfants de Regen, il y a beaucoup de malformations, il y a beaucoup de cancers, de différentes formes de cancers. Et pour l'environnement, il faut voir, quand on visite les lieux, il y a beaucoup de choses qui restent sur les lieux, sur les sites d'explosion, notamment les déchets nucléaires. Quand on parle de déchets, il ne faut pas imaginer que c'est des simples choses. Parce que la France, pour ces essais, ces explosions souterraines, atmosphériques, elle a utilisé toutes sortes de matériel militaire. Elle a utilisé des bateaux, des chars, des avions et des tas de choses, des camions. C'est pour voir l'effet d'une explosion nucléaire sur ce matériel. C'est dans le but de préparer la guerre nucléaire à l'époque. Donc, tout ce matériel contaminé a été enfoui à des épaisseurs c'est-à-dire des profondeurs très simples. Alors, ça présente toujours un danger pour ces régions-là et que la France, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pris ses responsabilités dans ce domaine. J'allais vous parler de ce point-là d'ailleurs. Au-delà des conséquences, par rapport à la France, par rapport à 59 ans après, peut-on considérer qu'une forme de, non pas de repentance, mais une forme d'excuse a été présentée? Et est-ce que les conséquences ont été assumées par la France? Même s'ils ont été commis par la France coloniale, et qu'aujourd'hui les politiques savent très très bien manier les mots. Je parle des politiques de l'autre côté de la Méditerranée, qui savent manier les mots, mettre tout sur le dos d'une France coloniale qui n'existerait pas aujourd'hui.
Mais est-ce que la France aujourd'hui a reconnu en tant que pays historiquement... Malheureusement, la France, c'est le pollueur. Donc, pollueur-payeur. Elle n'a pas reconnu. C'est l'ingratitude totale. Parce que la France est devenue puissance nucléaire grâce à l'Algérie, qu'on le veuille ou non. Oui. Alors que des dizaines d'années après, c'était le 5 janvier 2010 qu'il y a eu la promulgation d'une loi de reconnaissance et d'indemnisation. Le mot reconnaissance dans cette loi, ce n'est pas reconnaître les victimes algériennes ou l'Algérie, c'est reconnaître les Français qui ont contribué à faire de la France une puissance nucléaire. Et cette loi, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, aucune personne algérienne n'a été indemnisée. Donc, aucune forme de compensation ni d'indemnisation. Aucune forme jusqu'à aujourd'hui, aucune forme de compensation. Et même l'Algérie n'a cessé de demander depuis longtemps les archives du nucléaire qui sont devenues incommunicables depuis 2008. Donc on ne peut même pas accéder aux archives. Parce que le but des archives, c'est quoi? C'est de connaître les dangers qui existaient, de connaître les lieux qui sont contaminés, de connaître pas mal de choses pour éviter de nouvelles victimes, sachant que le nucléaire ne pardonne pas. L'atome ne pardonne pas. Et les maladies, les cancers apparaissent que 40 à 50 ans après. Ouais. Donc, il y a un problème de génération. Donc, les générations futures doivent être... On doit les sauver par quoi? Par des mesures concrètes au niveau de ces sites pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Voici quelques images de l'INA, l'Institut national des archives français d'ailleurs, qui présente et qui montre quelques images de ces essais nucléaires. Alors on ne saura pas lequel de ces 57, on pourra toujours nous dire que c'est Ergen. Est-ce que c'est un autre? Ça, c'est une autre question. Alors, vous voulez dire aujourd'hui, pas d'indemnisation, pas de compensation, pas d'archives disponibles. Est-ce qu'il faudrait combien de temps pour décontaminer ces lieux-là? Est-ce qu'on décontamine déjà un lieu après un accident nucléaire, après des essais nucléaires? Accident ou essai? Donc, là, ou explosion, comme vous le disiez tout à l'heure. Là, je dois dire qu'il y a des exemples concrets dans le monde. Tchernobyl? Non, les États-Unis ont effectué leurs explosions nucléaires au niveau des îles Marshall. Oui. Et les États-Unis ont décontaminé toutes ces îles-là et ils ont reconnu ça des victimes. On prend le cas de l'Angleterre avec l'Australie. Oui. Il y a eu restauration de pas mal de sites au niveau de l'Australie et l'indemnisation des victimes. Au niveau de la France elle-même, la France a tout fait au niveau de la Polynésie. Elle a décontaminé, elle a reconnu les victimes et pas mal de choses. Au niveau de l'URSS avec Kazakhstan, la même chose. Le seul cas qui est mal traité, qui n'a pas été traité, qui n'est pas pris encore en considération, c'est la France et l'Algérie. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, on est des victimes. C'est ça. Et la France demeure toujours. C'est un crime éternel, nucléaire, crime d'État contre l'humanité, qu'on le veuille ou non. Alors que la France tarde dans sa politique, à mon avis, d'après mon expérience, elle cherche à gagner du temps. Oui, gagner du temps. À gagner du temps. Oui. Elle cherche, comme l'a dit Bruno Bariolo, qui est décédé le 25 mars 2017, il m'a dit dans son dernier message que la France, c'est un pays qui fait perdre du temps. Elle attend pour que les gens concernés meurent. Et il me l'a dit comme vous et moi. Et lui, il est mort et moi, je suis encore vivant. Donc, ils attendent que les victimes meurent et on n'en parle plus. Alors que je dirais que nous, on y tient à ce que ce dossier doit être pris en considération. Est-ce que les victimes doivent être indemnisées et reconnues et que l'environnement doit être restauré? Tout simplement. Tout simplement, oui. 59 ans après, y a-t-il du nouveau sur le cas du dossier nucléaire? Donc pour le nouveau... des essais nucléaires et des explosions nucléaires le nouveau, il y a 2 ou 3 points. J'aimerais bien attirer l'attention sur ces points-là. Premièrement, les formulaires d'indemnisation pour les victimes des ayants droit ont changé depuis 2018. Donc, et même ont été traduites
traduit en langue polynésienne et malheureusement pas en langue arabe. Ouais. Donc, on ne prend pas en considération les victimes algériennes. Et aussi, le nouveau, c'est que actuellement, on va vers l'indemnisation des enfants des victimes. Parce que, génétiquement parlant, que le nucléaire, d'après des études en Angleterre, la 22e génération peut être concernée par les essais nucléaires. C'est cela. C'est-à-dire qu'il y a un risque. C'est des études qui ont été faites. Donc, autre chose, il y a une déclaration de la ministre d'Outre-mer française, le 23 octobre 2018, qui disait que la France assumait l'héritage des essais nucléaires en Polynésie. Mais elles n'ont jamais déclaré d'assumer l'héritage, ce lourd héritage nucléaire pour l'Algérie. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils vont assumer cette responsabilité. Alors, assumer cette responsabilité, cela veut dire quoi au juste? Assumer, c'est Indemniser indemniser et les générations. nettoyer les sites. Oui. C'est tout simplement parce que c'est eux les pollueurs, comme on dit, le pollueur-payeur. C'est à eux de... Et à travers ça, la France est devenue une puissance. Oui. Donc, si on résume, les armes nucléaires pour la France et les déchets nucléaires pour l'Algérie. C'est cela. Et ce n'est pas acceptable. C'est cela. On continue. Vous étiez en train d'énumérer les conséquences, mais également les points nouveaux 59 ans après. Donc, ces points, c'est ce que je viens de dire, c'est des points nouveaux. Mais le dossier a connu, donc surtout la loi du 5 janvier 2010 a connu beaucoup de changements. Oui. En 2013, il y a un changement. Quel est le premier changement en 2013? C'était l'extension de l'indemnisation à toute la Polynésie. Parce qu'auparavant, l'extension, l'indemnisation était une partie de la Polynésie, Oui. comme ça a été fait pour l'Algérie. Donc 2013, il y a un changement. L'extension pour toute la Polynésie, c'est important. Oui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'extension pour tout le Sahara. Oui. Deuxièmement, en 2017, il y a eu un changement dans la loi. Pourquoi? C'est pour annuler le risque négligeable. Oui. C'est le risque négligeable qui a fait qu'il n'y a eu que 2% à peu près d'indemnisation. Mais actuellement, après la loi de 2017 qui a éliminé le risque négligeable, on est arrivé à 80% d'indemnisation entre Polynésiens et Français et pas d'Algériens. Et pas d'Algériens. On va montrer quelques ouvrages, si vous le permettez. Oui, avec plaisir. Vous pouvez les commenter en même temps. Hein. Non, ça c'est un ouvrage qu'on a édité au niveau du Centre national d'études de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. C'est tout à fait au début. Je rappelle qu'en 1996, il y a eu l'ouverture de ce dossier par le ministère du Moudjahidine. Ouais. Donc à cette époque, on a essayé, avec le peu d'informations qu'on avait, de faire ces livres-là pour faire connaître les exploits nucléaires au Sahara algérien. Donc les autres livres, c'est... Oui, vous pouvez les commenter en même temps. Hein. Les autres livres, ça concerne les colloques internationaux qu'on a organisés, que le ministère du Moudjahidine a organisé à Alger. Oui. Donc il y a eu des invités du Japon, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, de la Polynésie, de la France. C'était quelque chose d'intéressant. Il y a eu le premier colloque, il y a eu le deuxième. Donc c'était le premier en 2007. Et le deuxième, c'était en 2010. Suite à la veille du colloque de 2007, la France a été contrainte de publier sur le site du ministère de la Défense un document sur les essais nucléaires, mais un document sommaire, ne serait-ce que... Alors, donc on a l'intention, à l'occasion du 60e anniversaire, d'organiser le 3e colloque international. D'accord. Alors, ça, c'est le livre concerne la synthèse des travaux sur un projet de recherche au niveau du centre. Donc, il y a une équipe multidisciplinaire qui a pris en charge ce dossier. Et enfin, la même chose, c'est en arabe, donc c'est toujours un ensemble d'articles sur les exploits nucléaires français au Sahara algérien, tant l'aspect sanitaire, l'aspect environnemental, même l'aspect historique. Alors, juste pour finir, que deviennent ces lieux 59 ans après? Y a-t-il une forme de vie sur ces lieux où la France a procédé à des explosions et des essais nucléaires? Non, je rappelle que les bombes atomiques utilisent du plutonium.
Oui. Et le plutonium a une durée de demi-vie de 2440 ans. Donc ça veut dire après 2440 ans, la moitié de l'activité de ce plutonium diminue. Donc il faut 10 fois. Donc il faut 2440 000 années pour qu'on puisse espérer qu'il n'y a plus de danger du plutonium. Alors que le plutonium a été utilisé à grande échelle au niveau de Hamoudia et au niveau de Tanataram. Donc ces régions demeurent toujours des régions dangereuses pour toute forme de vie. Et il n'existe personne sur ces régions? Aucune population n'évolue, ne vit dans ces régions? Non, il y a des gens qui habitaient à 40 km, à 50 km, à Argan, etc. Mais c'est toujours des régions qui demeurent dangereuses. Qui demeurent touchées. Alors aussi. que l'Algérie, en 1997, a pris ses responsabilités, elle a construit, elle a balisé ces régions au niveau de Tamarasa, au niveau de Tanafella et au niveau de Hamoudia. Donc il y a eu des clôtures. Mais ce n'est pas suffisant. Donc la France, en 1967, quand elle a quitté, elle n'a pas pris responsabilité comme il faut parce qu'il y a un minimum qu'il fallait faire. Il faut baliser, il faut fermer, il faut informer les populations sur toute forme de danger. 57 essais nucléaires commis par la France entre 1960 et 1962. 6. Et 66. Ouais, et 1966 pour vous dire. On en a parlé ce matin avec Dr Ammar Mansouri. Rappelons que vous êtes docteur en génie nucléaire. Merci d'avoir partagé votre savoir et vos connaissances avec nous. Merci. En espérant que, même s'il aurait fallu beaucoup plus de temps, on le sait, beaucoup plus des heures et des heures pour essayer de saisir la question des explosions nucléaires commises par la France durant la guerre, après la guerre, également dans le Sahara algérien. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et au plaisir de vous retrouver. Vous reviendrez à la veille du colloque, vu qu'à l'occasion de du 60e anniversaire, si vous le permettez, vous pourrez toujours... Un dernier mot. Oui. Donc chaque année, l'histoire se répète. Oui. Et c'est une occasion pour nous pour dénoncer la barbarie coloniale. Ouais. Et c'est de la civilisation coloniale plutôt, et de ces crimes contre l'humanité. Merci à vous en tout cas. Merci Dr Ammar Mansouri. Dans quelques instants, c'est Issam Hosni Rouzeyak sur notre plateau. Il est chef de département développement projet à la direction clientèle de la CEAL. Avec lui, on va parler de cette 15e édition du Salon international des équipements, des technologies, des services de l'eau et de l'environnement, le SIEE Polytech 2019. Ça continue, c'est jusqu'à demain, c'est à la SAPEX, mais on en parlera avec lui dans quelques instants. Et en parlant de l'eau, parlons des fuites cette fois-ci. Des fuites d'eau constatées, abondantes d'ailleurs, du côté de Tbessa. C'est Jazia Bayou qui nous en parle. Mais on se retrouve juste après. Fini les pertes d'eau dans la wilaya de Bouira. L'Algérienne des eaux vient de se doter d'un nouvel équipement qui lui permet de localiser et avec précision toutes les fuites d'eau souterraines sur son réseau d'alimentation en eau potable. L'unité de l'Algérienne des eaux de Bouira a bénéficié de nouveaux appareils précis qui localisent les fuites d'eau souterraines. Pour ce faire, nous avons formé des cadres techniques qui sont désormais sur le terrain tous les jours pour régler ces problèmes de fuites d'eau non visibles. Les services de l'Algérienne des eaux de Bouira sont les premiers à avoir recours à ces appareils appelés corrélateurs. Grâce à ces derniers, plusieurs fuites ont été vite prises en charge. Nous avons bénéficié d'une session de formation pour apprendre à manipuler ce nouvel appareil. Notre groupe maîtrise bien cette nouvelle technique. D'ailleurs, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, environ 70 fois, et je peux vous dire que nous avons assuré. Nous avons deux émetteurs que nous plaçons aux deux extrémités de la conduite d'eau. Ensuite, nous avons cet écran sur lequel nous avons plusieurs données, dont la longueur de la conduite ainsi que toutes les avaries qui peuvent toucher cette dernière, que ce soit une fuite d'eau ou un branchement illicite ou quelque chose. Que ce soit une fuite d'eau, un branchement illicite ou autre. La wilaya de Bouira est devenue une wilaya exemplaire avec l'introduction de cette nouvelle technique. Nous sommes même intervenus dans d'autres wilayas avoisinantes comme Sétif, Béjaïa ou encore Blida. Ce nouvel équipement a prouvé son efficacité en réduisant les pertes d'eau potable. Et la nouvelle méthode de travail sera donc bientôt généralisée dans toutes les wilayas du pays.
Voilà, c'était Jazia Bayou qui nous parlait de la lutte contre la déperdition et les pertes d'eau à Bouira et non pas Tbessa. Je corrige, Tbessa c'est le jour. C'est aujourd'hui que va se dérouler cet événement de la radio nationale avec cette première émission diffusée sur un satellite algérien et alimentée en énergie solaire. Voilà, ce sera avec Hamid Belkacem. On aura l'occasion d'y revenir en même temps. Et Hamid Belkacem est un membre de l'équipe de la matinale. Il aura l'occasion de revenir aussi sur cette expérience dès la semaine prochaine. Excellente matinée à vous tous. En parlant de l'eau, ça tombe très bien. C'est Aïssam Hosni Ouzair qui est avec nous. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes chef de département développement projet à la direction clientèle de la CEAL. Aujourd'hui, et depuis 2 jours d'ailleurs, on vit au rythme de cette 15e édition du Salon international des équipements, des technologies, des services de l'eau et de l'environnement, le SIEE Pollutech 2019. Ça continue jusqu'à demain à la SAFEX. Aïssam Hosni Ouzair, bienvenue à vous pour commencer. Merci. Comment va la CEAL? Très bien. Très bien. Tant qu'il y a de l'eau, elle va très bien. Hein. Tant qu'il y a de l'eau, elle va très bien. Alors on laisse derrière les histoires de choléra qui va avec d'il y a quelques mois. On revient un peu sur le salon, mais avant, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de ce que vous avez lancé. La CEAL qui se met au digital, ça faudrait le dire, un peu à l'instar des autres grandes agences qui s'occupent d'autres formes d'énergie. Alors vous lancez Wikelati. Oui, exactement. On ne se lance pas, on s'est déjà lancé auparavant sur la digitalisation et la numérisation. On a lancé Wakelati. Wakelati. Oui. Exactement. Ça veut dire l'agence, mon agence. Oui. C'est l'agence en ligne. Donc, effectivement, sur CEAL, je la présente brièvement et je passe. C'est la Société des eaux de l'assainissement d'Alger et de Tipaza. Oui. Donc on cible, on gère ce secteur et cette zone-là. On a 40 agents sur Alger et Tipaza. Le 11, on a lancé la 41e agence. Oui. C'est agence en ligne. Donc, agence en ligne ou agence réelle, agence non, physique? C'est une agence en ligne, donc sur le web. Donc l'avantage, c'est que le client n'aura plus à se déplacer en agence physique pour faire ses démarches. Je ne dirais pas que payer, plus que ça. Donc il peut avoir une facture duplicata, donc il peut la générer rapidement, il peut déposer un index, il peut déposer une réclamation. Déposer un index veut dire lors du passage de notre releveur, si le client est absent, où il ne peut pas accéder au compteur, en laissant le passage d'index, le passage du releveur, le client peut ne pas se déplacer ou ne pas appeler notre centre d'appel, chose qu'il peut faire aujourd'hui, avant que Wakelati soit lancé, et le déposer directement via Wakelati, en prenant une photo du compteur et l'index. Et nous allons prendre en charge son index pour le facturer réellement. Donc il n'a pas une estimation qui pourrait ne pas correspondre à la réalité. Exactement. Donc plus que ça, on a donné la possibilité au client de déclarer une fuite. Donc avec son application dans la rue, s'il voit une fuite... Application ou site internet? On est sur deux, c'est une bonne question. On est sur ces deux. Donc le client peut se connecter via un ordinateur à la maison, sur internet, donc via le lien https wakelati.ceal.dz. Wakelati, Wakelati. W-A-K-A-L-A-T-I. Tout simplement. Tout simplement. Pour faire simple, il peut aussi, Wakelati, elle est sur le site web institutionnel de CEAL, www.ceal.dz. D'accord. Et il peut accéder directement. Aussi, il peut accéder, on a... Tous les chemins mènent à Wakelati. Exactement. Il y a aussi l'application Android, donc qui peut télécharger sur Play Store. D'accord. En recherchant Wakelati tout court. Donc, pour revenir sur la fuite, en ayant sur Alger ou Tipaza, s'il voit une fuite, il peut la photographier. Elle est géolocalisée. Donc, pour qu'on puisse intervenir et la trouver rapidement, il peut donner des informations. Aussi, il peut déclarer une fraude. Donc, s'il a une suspicion d'un branchement illicite ou d'une consommation qui n'est pas déclarée, sur le même principe, il peut la déclarer. Donc, en photographiant, géolocalisant ce branchement qui pourrait être illicite. C'est les différents services que l'on retrouve sur Wakelati. Donc, application sur Android, bientôt iOS ou pas? On est dessus. Vous pensez qu'une partie de la population est sur iPhone? Ils peuvent se connecter sur l'application, sur le web, via un navigateur, faire le lien, ils peuvent se connecter. Il n'y a pas l'application iOS aujourd'hui, ça sera dans la phase 2.
D'accord, mais elle est déjà réfléchie, bien sûr, on y pense. Bien sûr. Ce n'est pas un truc qu'on a mis de bien côté. sûr, exactement. Ouais. Alors du coup, Wakalati, super nouvelle pour tous, la digitalisation sur pour la CEAL, vous l'avez dit, c'est un processus qui a été entamé il y a un moment déjà. Wakalati est d'une certaine manière le couronnement actuel. Exactement. Il y aura d'autres services qui vont être proposés. Tout comme la Sonel Gaz, on pourra payer sa facture aussi sur Internet. La CEAL a donné la possibilité à ses clients de payer la facture via Internet en octobre 2016. Déjà. Octobre 2016, on a lancé ce service-là. On a aussi lancé le service avec Algérie Post, donc le paiement des factures avec la carte Dahabia via Beridinet. Donc ça fait déjà aussi en décembre 2017, une année après. Donc, quelle est la conséquence sur vos agences aujourd'hui? Vous sentez, on a désengorgé un peu les agences? On a permis d'avoir moins de monde, moins de queues, moins de temps d'attente? Nous avons lancé Wakalati il y a 2 jours. Donc on est... Non, sur la partie digitalisation dans la globalité, c'est-à-dire le paiement sur Internet et autres. On ne ressent pas une énorme différence. Mais ce que je peux dire, c'est que les problèmes légers, les clients ne viennent plus. Donc pour avoir une facture duplicata, via le CATO, via notre centre d'appel téléphonique opérationnel, au 15 94, ils peuvent envoyer un mail et recevoir une facture duplicata en retour. D'accord. Wakalati.dz déjà, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Wakalati.ceal.dz. .ceal.dz. Pour commencer, 1594 pour le numéro de téléphone. Et l'événement, on en parle ce matin avec vous. Il s'agit de cette 15e édition. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Vous disiez le ministère a fortement contribué à la tenue de ce 15e rendez-vous. Il est important pour vous un rendez-vous comme celui-ci? Bien sûr. Bien sûr. Sur quel plan? Il nous permet d'échanger, d'échanger sur le secteur de l'eau et de l'hydraulique en Algérie. On rencontre les entreprises sœurs de CEAL, CEOR, CEATA, CEACO. Donc, ce que vous l'avez dit, CEAL, c'est Algeti Paza, et puis sur les autres villes, il y a d'autres entreprises qui gèrent ce secteur-là. Ça nous permet de se réunir et de parler sur les mêmes sujets et d'évoluer vers la même direction. Il faut savoir que sous l'égide du ministère des Ressources en eau, on a eu des fortes orientations vers la modernisation et la digitalisation. Monsieur le ministre a suivi personnellement l'évolution de Wakalati. Tout ça pour faciliter la vie à nos clients et concitoyens et les citoyens plus globalement. Il faut savoir, je rajouterai 2 éléments, 2 éléments, là 3 éléments, donc je suis là. Wakalati a été développé 100% par des équipes internes de CEAL. D'accord. Donc les ingénieurs sont algériens. Ils sont algériens et céaliens. Si je peux dire ça. Donc elle a été Donc elle a été développée 100% à CEAL. Donc on maîtrise demain vers les versions comme vous me disiez tout à l'heure EOS. On aura aussi une maîtrise interne. C'est cela. Premièrement. Deuxièmement. Demain vous ne serez pas comme certaines entreprises tributaires. Et j'allais dire victime, mais pas victime plutôt, mais otage d'ingénieurs d'entreprises étrangères à la CEAL qui mettront du temps à intervenir en cas de problème. C'est toujours la problématique d'acheter une solution et de l'implémenter. Au lieu de la développer soi-même. Développer aussi, ça coûte. Mais à moyen terme et à long terme, on a beaucoup d'économies, il y a beaucoup d'avantages à ça. Donc, Wakalati, elle a été développée à CEAL à 100%. Wakalati, pour se connecter à Wakalati, c'est vraiment très facile aussi. On a ce grand avantage. Il n'y a pas à créer un compte, gérer un mot de passe. On a vraiment facilité. Pour que Wakalati marche, on a donné la possibilité au client de se connecter avec son compte client et son compte contrat, donc qui sont sur la facture. Donc il n'y a pas de création de compte, il n'y a rien. Donc c'est vraiment très facile. C'est ça. J'ai oublié le 3e point. Vous l'avez oublié? Vous allez vous en rappeler, rassurez-vous. Alors du coup, comment se déroule cette 15e édition du Salon international des équipements, le SIEE Polytech? On a lancé Wakalati officiellement. On présente sur les 4 jours, donc il se tient du 11 au 14. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain, Inch'Allah. Donc on présente tous nos métiers. On n'a pas que Wakalati. On a aussi digitalisé et modernisé tout ce qui se passe derrière. Donc Wakalati, c'est la façade, c'est ce que les clients voient. Il faut savoir, si vous déclarez une fuite, il y a tout un process qui vient derrière. C'est ça. Donc on a
on a aussi modernisé le process derrière. On a implémenté un système de gestion de l'ordonnancement des interventions. Donc avant, on était un petit peu, on avait une partie qui était implémentée via le système information clientèle. Ouais. Donc on a implémenté un nouveau système qui permet de gérer de façon numérique jusqu'à l'intervention sur le terrain et revenir avec l'information. Tout ça pourquoi? Pour être mieux avoir des interventions plus optimisées. C'est ça. Donc avec Wakalati, si vous géolocalisez, plus optimisé, ordonné et en ayant une cartographie des fuites et qui permet par la suite de savoir là où on n'est pas encore intervenu et pourquoi c'est... Exactement. Et on s'améliore. Ouais. Juste pour vous rajouter par rapport à la cartographie, on a aujourd'hui 97% de nos clients d'Alger et Titi Pazar qui sont géolocalisés. C'est ça. Donc si demain vous appelez notre 494 ou vous signalez une fuite via Wakalati, on sait où vous êtes. D'accord. Donc sur les 3%, vous savez. Sur les 3%, ils ont été créés dernièrement, donc ça prend du temps pour les géolocaliser et les intégrer sur notre système d'information. On aura toujours le petit chouïada qui ne sont pas géolocalisés, mais on a aussi cette information et on a participé dernièrement au salon de l'innovation de Suez à Paris et on a remporté un trophée pour ce projet-là. Donc on a eu une consécration en international sur la géolocalisation et le traitement qui se fait derrière. Parce que c'est bien beau de géolocaliser, mais il y a d'autres traitements, surtout pour trouver les zones où il y a des consommations illicites aussi. Cher monsieur, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Aïssam Hosni Rouzayer, rappelons que vous êtes chef du département développement projet à la direction clientèle de la CEAL. C'était un plaisir. Merci pour ceux qui veulent plus d'informations, ça se passe au Polytech SIEE 2019. C'est à la SAFEX jusqu'à demain, surtout pour les professionnels. En tout cas, merci d'avoir été là ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès à d'autres grands projets. Inch'Allah. Quand vous vous rappellerez du troisième point, vous revenez. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Quant à nous, on a parlé de digitalisation, ça tombe très bien. Dans quelques instants, on va parler cette fois-ci de start-up. C'est Kamel Souik qui sera à l'honneur avec Majdan Fissa Rahal, multi-entrepreneur et organisatrice des Web Awards. On en parle juste après ce portrait réalisé par Samia Bouharour à deux inventeurs à découvrir absolument ce matin dans la matinale. On se retrouve juste après. Khaled Shekar, diplômé en droit, Nassim Harid, diplômé en électronique, deux jeunes venus de deux mondes différents qui ont une seule passion, l'invention. Et c'est dans cette cuisine en chantier que leur projet se réalise, une béquille automatisée de la moto et du cyclomoteur qui va changer la vie des handicapés et des personnes de petite taille. La béquille, elle était totalement manuelle où elle servait juste à garer la moto ou là, la moto dans la position de départ. Mais avec cette innovation, le motard, qui la moto, il ne met pas du tout le pied sur le sol. Parce qu'il y a un système automatisé qui calcule la vitesse, qui le motard les basses vitesses, où il doit garder l'équilibre et utiliser le pied, le met sur le sol. La béquille se déclenche automatiquement, finit avec deux roulettes, où elle donne l'équilibre au motard sans qu'il pose les pieds sur le sol. Cette innovation, selon ces jeunes, fonctionne grâce à une carte électronique programmée qui assure la stabilité, la sécurité et le confort. C'est un système qui permet en fait d'avoir plus de sécurité, plus de propreté, plus de stabilité et bien sûr un accès aux personnes handicapées et surtout faciliter aux amateurs, aux professionnels, aux femmes et surtout aux handicapés. En 2 mois seulement, ce projet a pris forme. Khaled et Nassim ont travaillé dur pour arriver à breveter leur invention. Aujourd'hui, au-delà de leur participation à ce salon d'innovation, leur ambition ne s'arrête pas là. Alors nos objectifs, bien sûr, c'est déjà de pouvoir convaincre le monde, pas juste les gens, mais le monde. Et bien sûr, après, de passer à l'étape supérieure, de trouver un industriel ou des marques de constructeurs de motos, des grandes marques mondiales, donc, qui nous permettra de collaborer avec eux et de pouvoir faciliter aux gens la vie en moto. En somme, le génie algérien ne cesse de démontrer ses preuves et n'attend que du soutien et des encouragements de la part des pouvoirs publics.
Et mesdames, messieurs, on est parti ce matin. On va parler digital. On continue un peu sur la même lancée que la CEAL avec sans plus tarder Kamel Souik qui reçoit aujourd'hui Majda Nafissa Rahel. Bienvenue à vous deux. Le sujet du jour, c'est les Web Awards, Algeria Web Awards. Ça tombe très bien, c'est la nouvelle édition. C'est parti pour les inscriptions, c'est parti aussi pour les sélections. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est awa.dz. Plus de détails avec Kamel Souik, c'est à vous. Bonjour Mahrez, donc c'est une compétition qui récompense le meilleur du web algérien et elle revient pour sa 5e édition justement. Et c'est en organisatrice, l'une des organisatrices est avec nous, Majda Nafissa Rahel, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir parce que d'abord vous êtes une entrepreneuse et vous êtes une femme et vous faites beaucoup de choses. Et c'est pas évident d'être entrepreneur en Algérie, mais en plus d'être une femme entrepreneur, c'est encore un autre challenge. Nous allons en parler à la fin de cet entretien. Nous allons commencer avec cette compétition qui revient. Vous récompensez le meilleur du web et les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Tout à fait. Donc depuis hier jusqu'au 7 mars, tous ceux qui ont un projet sur le digital, que ce soit un site web, une application mobile, que ce soit un contenu sur les réseaux sociaux ou sur le digital de manière générale, sont appelés à s'inscrire sur notre site web, donc awa.dz, et inscrire leur projet pour l'éventualité de gagner un prix Algeria Web Awards. awa.dz. Tout à fait. Tous les Algériens, que ce soit des influenceurs, que ce soit des développeurs, des start-upers sont appelés à s'inscrire, peuvent s'inscrire en tout cas. Est-ce qu'il y a des conditions Bien sûr. préalables? Déjà, il faut que la solution, donc que ce soit le site web ou l'application mobile, soit faite ici en Algérie par des Algériens. C'est très très important. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'elle ait été mise à jour depuis la dernière édition des AWA qui s'était tenue en 2016. Et il y a pas mal d'autres conditions qui sont à découvrir sur le site web. Mais le plus important pour nous, c'est de mettre en avant du contenu local. Donc il est important que les solutions soient faites ici en Algérie. Est-ce que les lauréats de 2016, par exemple, peuvent participer à cette édition? Bien sûr, bien sûr. Et on a eu de par le passé des lauréats qui ont gagné 2 années de suite, par exemple. C'est tout à fait possible, tant qu'ils gardent la même qualité, qu'ils continuent d'innover avec leurs projets. Alors c'est important ce que vous venez de dire, parce que vous dites que l'application doit être développée en Algérie. Or, on a reçu beaucoup de start-upers ici, des développeurs, qui ont ramené des solutions toutes faites. Ils les ont un peu améliorées en Algérie en prenant en considération un certain nombre de contraintes liées à beaucoup de choses en Algérie. Est-ce que vous les acceptez, ces gens-là? Alors, non. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on veut mettre en avant le développement local et le contenu local qui est créé ici. Et bon, apporter des solutions, certes, ça fonctionne et c'est bien, mais ça ne pousse pas la technologie en Algérie. Et ça, c'est un de nos objectifs, c'est de pouvoir vraiment, on va dire, renforcer cet écosystème technologique en Algérie. Et ça ne passe que par du développement local. Alors, l'Algeria Web Awards, on l'a dit, c'est un catalyseur de l'écosystème en Algérie. Le but principal, bien sûr, c'est de réunir toutes ces compétences, mais aussi de mettre en valeur un certain nombre d'applications. Une absence de 2 ans, pourquoi ? Alors, pour des raisons de financement, tout simplement. On est tous au courant de la situation par laquelle on est passé les 2 dernières années, donc 2017 et 2018. Là, on commence à revoir des signes positifs de croissance, mais voilà, en 2017-2018, c'était très compliqué d'aller chercher des financements pour faire exister cette compétition. Mais fort heureusement, cette année, on est accompagné par 3 gros sponsors qui nous permettent de faire cette compétition et de récompenser tous ces lauréats. Alors, la compétition, les inscriptions sont en ligne. La compétition démarre officiellement à partir de quand ? Elle a déjà démarré, donc le site web est déjà en ligne. En fait, j'explique, Algeria Web Awards, c'est 4 grandes phases. Voilà. La première phase, c'est les inscriptions qui se passeront du 12 février, donc hier, jusqu'au 7 mars, tout à fait. Donc, appel à candidature à tous ceux qui ont un projet sur le web et sur le digital de venir s'inscrire, de venir découvrir les catégories de cette édition et voir s'ils remplissent les conditions d'éligibilité et pourquoi pas inscrire leur projet. Donc ça, c'est la première phase des inscriptions. Ensuite, on a une phase d'évaluation du jury qui va prendre tous ces projets, qui va les évaluer sur plusieurs critères. Donc en site, par exemple, pour un site web, on a le volet technique, design, contenu du site web, sécurité. Tout cela est pris en compte
pour choisir les nominés dans chacune des catégories. Une fois qu'on a nos nominés, on ouvre le vote au public qui a aussi le droit de donner son avis et de choisir ses projets favoris. Et ça, c'est la troisième phase, donc le vote du public. À la fin, on récompense tout ce beau monde dans une cérémonie finale. Et alors, avant d'arriver à la cérémonie, justement, il y a des experts qui vont juger justement et départager tous ces nominés. Et il y a aussi le vote du public. 30% est fait par le vote du public et 70% par les spécialistes. Est-ce qu'il y a des garde-fous pour assurer que les votes sont exactement les votes qu'on reçoit et non pas des votes achetés dans des pays étrangers, par exemple? Alors oui, donc déjà pour clarifier, donc la première phase, effectivement, c'est le jury qui va sélectionner des nominés. Et ce jury, il est composé non seulement d'Algériens d'ici, d'Algériens de l'étranger, mais aussi d'étrangers pour la première fois cette année. Donc on a aussi des membres du jury qui viennent d'autres pays que l'Algérie. On veut pouvoir, on va dire, se comparer et pouvoir rivaliser avec ce qui se fait ailleurs, donc en amenant des jurys étrangers. Ça, c'est la première chose. Pourquoi 70% note du jury, 30% note du public? C'est parce qu'on veut vraiment pouvoir juger de la qualité des projets, et ça, c'est uniquement les experts qui sont à même de le faire. Et pour répondre à votre question par rapport aux garde-fous, effectivement, déjà, le vote ne peut se faire qu'à travers une connexion à son compte Facebook. Donc on se connecte à travers son compte Facebook pour pouvoir voter. Donc ça enlève déjà toutes les problématiques de scripting, etc., qui font du vote automatique. Un compte Facebook créé récemment. Voilà. En plus de ça, on a des conditions sur ce compte Facebook. Il faut qu'il ait au moins 3 mois d'existence et il faut qu'il ait au moins une vingtaine d'amis. Donc on ne peut pas avoir un compte créé la veille qui a 0 amis, qui vient voter pour un projet sur notre plateforme. Très bien. Parlons des prix. Vous avez 3 prix spéciaux. Parmi ces prix spéciaux, vous avez un prix qui récompense l'entrepreneuriat féminin. Oui, parfaitement. C'est le prix Women in Tech. Donc, en technologie, on en parle beaucoup de cette problématique du fait d'avoir des femmes dans la technologie, et surtout des femmes leaders. Parce que quand vous voyez, moi j'ai fait l'USTHB, et quand on voyait le nombre d'étudiants, c'était du 50-50, et il y avait peut-être plus de filles que de garçons. Mais une fois qu'on a notre diplôme et qu'on part dans le monde du travail ou dans l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, on remarque que le pourcentage s'inverse complètement ou change drastiquement. Donc, à travers ce prix-là, on voudrait encourager toutes donc les femmes tout à fait, qui ont des initiatives sur le digital, qui ont des initiatives technologiques en particulier, qui ont lancé des sites, des applications mobiles, toutes ces choses-là. Alors, on voit quand même, c'est une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, on voit que vous avez un profil assez atypique, vous êtes... c'est qui finalement Majda Nafissa Rahel? Est-ce que c'est une fille qui a fait l'université algérienne, elle est partie aux États-Unis, elle a eu une bourse et elle fait partie de cette méritocratie, ou alors c'est une fille qui a un peu pistonné, qui a accès à toutes ces choses-là? Alors, waouh, ok. Alors, bien sûr, moi, la bourse que j'ai obtenue pour aller faire mes études aux États-Unis. C'est une question légitime, vous comprenez? Bien sûr, je peux comprendre que certains puissent se poser la question. Voilà. Alors, effectivement, moi j'ai fait Babzouar, donc j'ai fait ma licence en informatique à Babzouar et j'ai postulé pour cette bourse qui est ouverte à tous les étudiants algériens. Qui est ouverte à tout le monde, qui est ouverte à tous les étudiants et non étudiants d'ailleurs, même ceux qui ont terminé leurs études, qui ont fait quelques années de travail ou de vie professionnelle, peuvent postuler. Donc c'est la bourse Fulbright, effectivement, et c'est une bourse qui est totalement basée sur le mérite. C'est une bourse américaine. Donc j'ai été sélectionnée parmi 8 autres personnes cette année-là pour aller poursuivre mon master aux États-Unis. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai obtenu un master de Carnegie Mellon University, qui est une université de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et j'ai décidé de rentrer donc, tout de suite après pour lancer mon entreprise. Donc oui, ça a été fait au mérite de A à Z. Et j'espère que ça répond à votre question. C'est une question qui se pose aujourd'hui. Et on est encore au stade de la pédagogie en Algérie en ce qui concerne le domaine des startups, le système numérique ou l'écosystème numérique en Algérie. Et c'est des questions qui méritent d'être posées. Alors, dans l'un de vos anciens passages sur Canal Algérie, vous avez parlé de la difficulté de créer une entreprise en Algérie. C'était la seule fois où vous avez parlé de ça, c'était en 2012. Est-ce que ça a évolué depuis ce temps-là? Tout à fait. Alors bon, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu 6 ans. En 6 ans, on a quand même constaté une certaine avancée dans la création d'entreprises qui se fait aujourd'hui, un peu plus rapidement, qui se fait
pour certaines étapes à travers des solutions en ligne, ce qui est quelque chose de très positif. Moi, je note particulièrement les efforts du CNRC et de la CNAS qui sont en train de lancer pas mal de solutions digitales. Il y a encore les impôts, ça c'est une toute autre histoire qui sont encore à une autre époque, à mon avis. Mais le CNRC et la CNAS ont vraiment lancé pas mal d'initiatives récemment pour permettre la création d'entreprises plus facilement et la déclaration plus facilement aussi. Pour rester plus précis sur cette question, quelle est la principale entrave aujourd'hui, vous qui êtes entrepreneur, pour créer une entreprise, pour créer une start-up en Algérie? La principale difficulté, c'est quoi? Alors, créer l'entreprise au sens juridique, c'est assez simple. Enfin, c'est un process, même s'il prend 3 mois, même s'il prend 6 mois, on arrive à le faire. C'est pas ça qui bloque au final. Quelqu'un qui est assez motivé arrivera à le faire, quelle que soit la bureaucratie qui est mise en place. Par contre, le souci vient après. Pour que l'entreprise puisse maturer, qu'elle ait des financements, ça c'est très important. On a très peu d'accès aux fonds ici en Algérie, surtout quand on parle d'une start-up qui est censée évoluer très rapidement, donc qui est censée avoir... La question de la scalabilité qui est aujourd'hui omniprésente dans toutes les start-up à travers le monde, mais qu'on retrouve de manière très difficile à appliquer en Algérie, c'est-à-dire la façon qui permet à une entreprise de changer de mode de fonctionnement, de changer de mode de production en un temps record. Et ça demande une flexibilité en matière de législation qui permet justement ce passage rapide. Tout à fait, absolument. Bon, déjà, la première chose, c'est que souvent on utilise le mot start-up est galvaudé. On l'utilise pour une agence est une start-up, une simple entreprise est une start-up, alors que non, une start-up est censée, comme vous l'avez bien dit, avoir un modèle scalable, c'est-à-dire un modèle qui puisse donc avoir une évolution exponentielle. C'est ça. Donc je prends ce modèle-là, je peux l'appliquer aujourd'hui à l'Algérie, demain à tous les pays du monde. C'est un peu ça, on va dire, l'essence même, l'esprit start-up. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, il faut un environnement qu'il soit juridique ou surtout financier, qui soit aussi flexible. Aujourd'hui, la possibilité de lever des fonds à l'étranger pour une start-up ici en Algérie, c'est très très compliqué. On avait par exemple l'histoire de ceux qui ont gagné le hackathon du Hajj. Les deuxièmes lauréats étaient une équipe algérienne, donc ils sont rentrés aujourd'hui et ils ont ce prix en dollars qu'ils n'arrivent pas à récupérer encore aujourd'hui en Algérie, parce qu'on a de grands problèmes pour pouvoir faire entrer des fonds ici en Algérie, et donc du coup ils sont en stand-by alors qu'ils étaient vraiment motivés pour lancer l'application, mais sans fonds c'est juste pas possible. Et donc effectivement on rencontre cette problématique-là. Mais une toute petite dernière question, comme ça, je pose aussi les questions traditionnelles. En 2016, il y avait 1000 projets, 44 wilayas et 45 000 votes. Est-ce que vous avez des projections? Est-ce que vous voulez dépasser ces chiffres? Alors, il y a une chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est le chiffre de 44 wilayas. On voudrait pouvoir donc aller chercher ces 4 restantes et pouvoir faire les 48 wilayas. Parfait. L'aura ou l'écho national de la compétition est très important pour nous, parce que pouvoir récompenser ces gens qui sont dans l'ombre, qui sont au fin fond de l'Algérie, c'est une de nos missions et quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup Majda Nafissa Rahel. Je rappelle que Algeria Awards et on peut s'inscrire dès maintenant sur awa.dz. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de la matinale. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Dès demain, c'est le retour de Radio Aboul Mahali. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès vendredi, samedi et dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, vous prenez pas au sérieux. Et comme disaient certains, pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Ciao camarades, à demain.